Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trade Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant. Oui, promis. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est hyper important pour le faire connaître. Et vous savez quoi ? Ça commence à plutôt bien marcher cette petite histoire, alors continuez d'avance. Merci. Dans cet épisode, on va revenir aux bases, les amis, et on va parler de la Commission européenne. En partant de questions assez simples, la Commission européenne, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça n'est pas ? Et à quoi ça sert ? On va enfoncer quelques portes ouvertes, mais des fois, un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Et moi, j'ai appris plein de choses en préparant cet épisode que j'ai très envie de vous faire partager. Quand j'ai eu l'idée du thème, je me suis dit que j'allais poser mes questions à la source. J'ai donc contacté Adina Revol. Elle est porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France, parce que la Commission, ce n'est pas qu'à Bruxelles. Et c'est elle que vous allez entendre dans l'épisode. La Commission européenne, c'est l'une des principales institutions de l'Union. Et elle a un pouvoir que toutes les autres n'ont pas. Elle a le pouvoir de proposer les lois européennes. Alors, elle peut être fortement incitée par les chefs d'État ou par le Parlement européen. Et pour cela, je vous propose de réécouter le tout premier épisode du podcast sur le plan de relance européen. La Commission avait proposé un plan fortement inspiré de celui d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Mais bon, c'est quand même elle qui décide. Un peu comme si les chefs d'État avaient bien envie de se faire des féculents et que la Commission arrivait en disant « Ok, moi je propose qu'on mange des coquillettes. Dites-moi si ça vous va. » Oui, j'espère que la métaphore est parlante. Alors bien sûr, les petits malins, il faut que ça concerne un domaine dans lequel l'Union européenne a une compétence, évidemment. Mais attention, pouvoir de proposition ne veut pas dire pouvoir de décision. La décision appartient exclusivement aux représentants des États, c'est-à-dire aux ministres des États membres réunis au sein du Conseil et aux députés européens qui représentent les citoyens de l'Union européenne. En gros, les ministres et le Parlement européen qui représentent le peuple doivent acter s'ils sont OK pour manger des coquillettes. Comment ça se passe concrètement ? Lorsque la Commission fait sa proposition sur un texte précis, elle envoie le texte, que ce soit une directive, un règlement ou une décision, elle l'envoie aussi bien au Conseil, donc aux États, qu'au Parlement européen, donc les députés européens, pour qu'elle soit examinée et pour que chaque institution établisse sa position. Il faut savoir que les négociations entre le Conseil et le Parlement ne peuvent pas commencer tant que chaque institution n'a pas établi sa position. Et une fois que ces deux institutions établissent leur position, on peut commencer ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire des négociations entre le Conseil et le Parlement avec la participation de la Commission européenne pour qu'on arrive à avoir une position commune entre le Conseil et le Parlement. Et ce qui est important au niveau européen, c'est que le Conseil et le Parlement doivent se mettre d'accord sur le même texte. Donc, une fois qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur le même texte, chaque institution vote officiellement sur le texte établi et donc le texte peut ensuite être publié au journal officiel et entrer en vigueur. Donc pour résumer, la Commission fait sa proposition, elle l'envoie au Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres des 27 États, ceux qui sont concernés par le sujet. Si ça concerne l'agriculture, c'est les 27 ministres de l'agriculture. Elle l'envoie aussi au Parlement européen. Les deux institutions font leurs modifs et ensuite, tout ce petit monde se réunit dans une salle jusqu'à ce que mort s'en suive ou presque, puisqu'ils ne pourront en ressortir qu'avec un texte commun, à la virgule près. Et là, vous comprenez pourquoi l'Union européenne, c'est long. Jusqu'à présent, ça prenait en général 2 ans. Mais ces derniers temps, les choses se sont plutôt accélérées, notamment à partir du plan de relance qui n'a pris que 7 mois, parce qu'il fallait aller vite pour que les États touchent les aides financières vite. La Commission européenne agit aussi selon un plan d'action, avec des priorités pour faire ses propositions. Ces priorités, elle les annonce au début de son mandat, qui dure 5 ans, devant le Parlement européen. À ce moment-là, les députés votent pour dire s'ils sont OK avec ces priorités.
Et puis, les choses sont précisées tous les ans, là encore devant le Parlement, puisqu'il représente les citoyens européens, lors du fameux discours sur l'état de l'Union. Et on comprend mieux pourquoi c'est intéressant de tendre une oreille à chaque rentrée. Pour ce mandat, la lutte contre le changement climatique est l'un des thèmes majeurs. Il y a une demande européenne très importante qui a été exprimée lors des élections européennes. Les jeunes sont aussi beaucoup mobilisés pour demander à ce qu'il y ait une accélération de la lutte contre le changement climatique. Et donc, à partir de là, la Commission européenne a proposé justement d'accélérer les ambitions climatiques européennes, avec notamment cette ambition très importante de devenir le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Et nous n'avons pas uniquement une ambition politique, c'est une ambition juridique, parce que nous sommes le seul continent à avoir une loi climatique. Évidemment, il y a aussi eu des modifications de la feuille de route, notamment avec la guerre en Ukraine. Ça nous rajoute en fait un devoir d'action. Et ce que nous avons proposé, c'est le plan REPowerEU. On accélère davantage sur les renouvelables. Donc, par exemple, avec des propositions très concrètes, d'installer des panneaux solaires sur les toits européens, en commençant par les bâtiments tertiaires et commerciaux, et en diversifiant davantage nos importations de gaz, et aussi en lançant un grand programme de rénovation thermique des bâtiments qui est financé par le plan de relance européen. Il faut savoir que dans le plan de relance européen, il y a 58 milliards sur les 750 qui sont dédiés à la rénovation thermique des bâtiments et aux ambitions climatiques. Mais est-ce que vous savez que les citoyens aussi peuvent faire des propositions pour changer les lois ? Et si ça fonctionne, la Commission s'en empare. Ça s'appelle l'initiative citoyenne européenne. Bon, c'est pas la fête, hein. Faut quand même remplir quelques conditions. Il faut au moins 7 citoyens de l'Union européenne qui vivent dans 7 pays différents pour enregistrer donc une initiative à la Commission européenne. Et une fois que cette initiative a reçu le soutien d'au moins 1 million de personnes, avec un nombre minimal dans au moins 7 pays de l'Union européenne, le groupe d'organisateurs peut présenter son initiative à la Commission européenne. Donc là, vous allez me dire, c'est sympa ton truc, mais c'est mission impossible en fait. Eh bien, sachez que ça a marché. Une fois, ça concernait l'eau potable et c'est une histoire qu'il faudra que je vous raconte dans un prochain épisode. Maintenant qu'on sait à quoi ça sert, la Commission, on va parler de qui gère ce mastodonte. La présidente en ce moment, depuis 2019 et pour 5 ans, c'est l'Allemande Ursula von der Leyen, une femme blonde de 64 ans, aux vestes colorées, reconnaissables entre mille. Elle a été ministre du Travail en Allemagne et c'est la toute première fois de l'histoire qu'une femme est présidente de la Commission. C'est le Conseil européen qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union qui propose un nom pour être le ou la présidente. Après tractation, évidemment, ils ont nommé Ursula von der Leyen. Depuis 2009, le résultat des élections européennes est pris en compte dans la nomination par le Conseil européen du candidat ou de la candidate à la présidence de la Commission. Le ou la candidate donc expose son programme politique devant le Parlement européen avant que celui-ci ne vote sur sa nomination à la tête de la Commission européenne. Et le Parlement européen, il faut savoir qu'il a le pouvoir de rejeter la proposition du Conseil européen. Une fois nommé par le Conseil européen qui représente les États, je me répète, mais c'est pour que ça rentre bien. Ursula von der Leyen a donc passé un grand oral devant le Parlement qui représente le peuple. Et il a exposé son programme politique, donc une Europe verte, une Europe numérique, une Europe sociale, devant le Parlement européen qui a voté sa nomination. Ensuite, il faut trouver des commissaires. Ce sont un peu comme des ministres. Il y en a 27, soit un par pays membre. Chaque commissaire est proposé par un État et ensuite le président élu désigne un portefeuille pour chaque commissaire nommé. Et tout ce petit monde repasse faire un grand oral devant le Parlement européen. Le Parlement européen qui veut connaître leurs priorités politiques et d'évaluer leurs compétences pour occuper le portefeuille que le président élu leur a proposé. Et c'est pas franchement l'école des fans. Les auditions devant le Parlement européen n'ont rien d'automatique puisque certains
commissaires désignés n'ont pas obtenu l'onction du Parlement européen. Et donc, une évaluation négative peut conduire un candidat à se retirer. Et ce fut le cas par le passé avec plusieurs commissaires désignés, Sylvie Goulard, Alenka Bratušek, pour n'en citer que quelques-uns récemment. Une fois que l'audition du collège est finie au niveau du Parlement, il y a un autre vote qui est organisé pour que la Commission et son président soient approuvés par le Parlement européen. Voilà pour la présidente et les commissaires, mais ce ne sont pas les seules personnes qui travaillent à la Commission, loin de là. Il faut savoir qu'au niveau de la Commission européenne, il y a un niveau politique. Donc, ce sont le collège de 27 commissaires qui décident de l'orientation politique et stratégique de la Commission européenne. Donc, chaque commissaire est assisté d'un cabinet qui est assez restreint. En moyenne, 7 administrateurs qui travaillent dans ces cabinets. Et ensuite, il y a les fonctionnaires de la Commission européenne qui assurent la gestion courante des affaires de la Commission et qui sont organisées en direction générale, chacune d'entre elles étant responsable d'un domaine d'action spécifique, en coopération avec les administrations nationales, bien sûr. Et quel est le coût? C'est moins de 3 centimes d'euros par citoyen et par an. Et vous allez voir que 33 000 personnes, c'est pas énorme pour ce qui vient. Car la Commission ne se contente pas seulement de proposer des lois, c'est elle qui est chargée de les mettre en œuvre et de les faire appliquer. L'Union européenne, c'est un marché intérieur, et donc il est très important de s'assurer que les lois européennes sont appliquées de la même façon partout. Avoir une loi, c'est bien, s'assurer de sa mise en œuvre, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'elle s'assure justement que les lois européennes sont mises en œuvre partout de la même façon dans l'Union européenne. Et si c'est pas le cas, elle commence un dialogue avec chaque État membre pour essayer d'arriver à une conclusion amiable. Et si ce n'est pas le cas, elle peut introduire auprès de la Cour de justice de l'Union européenne des actions juridiques pour violation du droit de l'Union européenne. Et c'est par exemple le cas, notamment aujourd'hui, avec la Pologne. Mais attention, la Commission européenne n'est pas au-dessus des lois. La Cour de justice peut être saisie, y compris par une personne physique ou morale, pour déterminer si un acte ou une absence d'acte de la Commission est contraire au traité. Enfin, la Commission européenne représente l'Union européenne au sein des institutions internationales et négocie les accords internationaux qui engagent l'Union européenne sur la base des lignes directrices du Conseil, donc des États membres. Et puis, elle exécute aussi le budget de l'Union européenne et contrôle l'utilisation des fonds. Et c'est un pouvoir qui est effectivement important puisque elle peut mettre en œuvre ces politiques avec justement le budget de l'Union européenne. Je donnais tout à l'heure l'exemple très précis de la rénovation thermique des bâtiments qui est financée par exemple, en France, par le plan de relance européen, les MaPrimeRénov' de l'année dernière et de cette année sont entièrement financés par le plan de relance européen. Et le plan de relance européen, il fait partie justement du budget de l'Union européenne. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ce retour aux bases vous a plu. Merci à Adina Revol pour sa participation. Comme d'habitude, en attendant le prochain épisode, vous pourrez retrouver le podcast sur Twitter ou sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite.